Bahongla, Franck Biya et le CED, l'affaire qui secoue le palais. Il y a des affaires qui font trembler les palais. Des affaires où les noms prononcés à voix basse font battre le cœur plus vite. Des affaires où la justice est convoquée, mais où certains, eux, refusent de se présenter. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme qui prétend être le fils aîné du président de la République du Cameroun. Un homme convoqué non pas une, mais 2 fois par la gendarmerie nationale. Un homme dont certains disaient qu'il avait fui le pays. Sauf que, il n'est allé nulle part. Il serait toujours là. À Yaoundé. Dans la même ville que les autorités qui le cherchent. Dans la même ville que celui dont il remet en cause l'affiliation. Dans la même ville que Franck Biya. Restez avec nous. Parce que cette histoire-là, elle ne fait que commencer. Partie 1, contexte et fait. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Pas très loin. Juste assez pour poser les bases d'une affaire qui, selon beaucoup d'observateurs, révèle quelque chose de profond sur le Cameroun de 2024 et 2025. Georges Gilbert Bahongla. Ce nom, pour beaucoup de Camerounais, est apparu comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà bien chargé. Cet homme, dont l'identité exacte reste sujette à interprétation selon les milieux judiciaires et politiques, se présente publiquement comme le fils aîné non reconnu du président Paul Biya. Une affirmation énorme. Une affirmation qui, dans n'importe quel pays, provoquerait une tempête médiatique et juridique. Et au Cameroun, pays où le nom Biya est chargé de tout le poids de plus de 40 ans de pouvoir, cette affirmation prend une dimension encore plus explosive. Mais Bahongla ne s'est pas arrêté là. Non. Il est allé plus loin. Beaucoup plus loin. Selon plusieurs sources, cet homme a commencé à formuler des déclarations publiques remettant directement en cause la filiation de Franck Biya, le fils officiellement reconnu du chef de l'État. Pour être clair, Bahongla aurait publiquement affirmé que Franck Biya n'est pas le fils biologique de Paul Biya. Voilà une bombe. Posée au milieu du salon présidentiel. Et comme toute bombe, elle a eu des conséquences. Il faut comprendre qui est Franck Biya pour mesurer le séisme que représente une telle déclaration. Franck Biya est, aux yeux de la République et du droit camerounais, le fils du président. Il est présent dans la sphère publique. Son nom est associé à des projets, à des cercles d'affaires, à une certaine idée de la continuité dynastique que beaucoup observent, analysent et commentent. Quand quelqu'un remet publiquement en cause sa filiation, ce n'est pas seulement une question de biologie. C'est une question de légitimité. De succession potentielle. De politique. Et donc, la justice a été saisie. Mais voilà ce qui est intéressant. Avant que nous parlions de cette plainte, avant que nous entrions dans le cœur de l'affaire judiciaire, il y a quelque chose d'important à poser. Quelque chose que beaucoup ont oublié ou ignoré. Ce n'est pas la première fois que le nom de Georges Gilbert Bahongla se retrouve mêlé à des affaires sensibles. Par le passé, il avait déjà été impliqué dans une procédure judiciaire l'opposant à un autre poids lourd, Amougou Boulinga, le puissant patron de presse et homme d'affaires camerounais. Dans cette affaire-là, un avocat avait accepté de le défendre. Un certain maître Rufin Maillan. Mais nous y reviendrons. Parce que ce que maître Maillan a fait récemment est, en soi, une révélation. Partie 2, le conflit. Revenons aux faits bruts. Aux convocations. À la gendarmerie. Suite aux déclarations de Bahongla remettant en cause la filiation de Franck Biya, une plainte a été officiellement déposée. Cette plainte, selon les informations disponibles, vise des faits de cybercriminalité et de diffamation. 2 chefs d'accusation qui, en droit camerounais, peuvent mener à des conséquences sérieuses. Des conséquences privatives de liberté. C'est le service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale, communément appelé le CED, qui a été chargé de convoquer Georges Gilbert Bahongla. Le CED, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des unités les plus sérieuses de la gendarmerie camerounaise en matière d'investigation judiciaire. Quand le CED vous convoque, on ne prend pas ça à la légère. Bahongla a été convoqué une première fois. Il ne s'est pas présenté. Une deuxième convocation a été envoyée. Il ne s'est pas présenté non plus. 2 fois. 2 absences. 2 bras d'honneur institutionnels, si l'on ose dire. Et c'est là que la situation devient véritablement fascinante. Parce que face à 2 non-comparutions devant un service judiciaire de ce niveau, la logique voudrait qu'on se pose une question simple, où est cet homme? La réponse la plus évidente, la plus dramatique,
celle qui fait vendre des journaux et gagner des abonnés, il a fui. Il est parti. Il s'est volatilisé. Et effectivement, des sources ont commencé à alimenter cette version. La cavale. Le fugitif. L'homme qui aurait préféré l'exil à la confrontation. Mais voilà. Boris Berthold, lanceur d'alerte reconnu dans les cercles de l'information camerounaise, a sorti une information qui contredit totalement ce récit dramatique. Selon lui, Georges Gilbert Bahongla n'est jamais parti. Il est à Yaoundé. Toujours. Encore. Il n'a pas fui. Il ignore simplement les convocations depuis la capitale même. Ce détail change absolument tout. Parce que fuir, c'est avoir peur. Rester et ignorer, c'est tout autre chose. C'est soit de l'arrogance, soit de la confiance, soit le sentiment d'une protection quelconque, soit une stratégie délibérée dont nous ne connaissons pas encore tous les contours. Alors, quelle est la vraie raison pour laquelle cet homme reste à Yaoundé sans répondre aux convocations? Nous allons y revenir dans un instant. Mais avant, il y a un personnage dans cette histoire qu'on ne peut pas passer sous silence. Maître Rufin Maillan. Cet avocat avait représenté Bahongla dans l'affaire Amougou-Belinga. Un dossier qui, à l'époque, avait fait du bruit. Mais aujourd'hui, face à cette nouvelle procédure impliquant Franck Biya, Maître Maillan a fait quelque chose de rare dans les milieux judiciaires camerounais. Quelque chose de courageux ou de prudent, selon l'angle depuis lequel on le regarde. Il a publié une note officielle. Une note dans laquelle il a formellement démenti représenter Bahongla dans cette nouvelle affaire. Et la formulation qu'il a utilisée est, en elle-même, un chef-d'œuvre juridique. Il a précisé, mot pour mot, que sa défense antérieure n'emporte pas constitution automatique dans toute cause le concernant. Traduction pour tout le monde, ce que j'ai fait avant ne signifie pas que je suis votre avocat pour toujours et pour tout. Maître Maillan se désolidarise. Publiquement. Sans ambiguïté. Et ça, dans le contexte de cette affaire, ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que Georges Gilbert Bahongla, face à une procédure initiée par un membre de la famille présidentielle, se retrouve sans avocat constitué. Sans représentation juridique. Seul face à un dossier dont les chefs d'accusation peuvent mener devant les tribunaux. Un homme seul, sans avocat, qui ignore les convocations de la gendarmerie, dans un pays où les équilibres de pouvoir sont ceux qu'ils sont. Vous voyez le tableau? Partie 3, révélation et décryptage. Maintenant, entrons dans ce que personne ne dit vraiment. Ce que les titres ne montrent pas. Ce que les dépêches ne développent pas. La première question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Pourquoi Bahongla ne s'est-il pas présenté aux convocations? Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'il nie la légitimité de la procédure. Qu'il considère que cette plainte est politiquement motivée. Que se présenter au CED serait, dans son esprit, valider une procédure qu'il juge illégitime. Cette posture n'est pas sans précédent dans l'histoire judiciaire africaine. Des militants, des lanceurs d'alerte, des personnalités controversées ont parfois refusé de répondre à des convocations qu'ils estimaient être des instruments de pression politique plutôt que de véritables enquêtes judiciaires. La deuxième hypothèse est plus pragmatique. Peut-être que Bahongla attend de constituer une défense solide. Attend un avocat qui accepte de prendre ce dossier. Parce que, soyons honnêtes, défendre quelqu'un dans une affaire impliquant le nom Biya, c'est naviguer dans des eaux très complexes pour n'importe quel avocat camerounais. La profession juridique, comme toutes les professions au Cameroun, n'est pas imperméable aux pressions. La troisième hypothèse est celle que beaucoup murmurent mais que peu osent formuler clairement. Et cette hypothèse-là touche à quelque chose de fondamental dans la politique camerounaise. Et si Bahongla bénéficiait, d'une façon ou d'une autre, d'une certaine forme de protection? Pas nécessairement officielle. Pas nécessairement déclarée. Mais une protection de fait, qui expliquerait pourquoi, malgré 2 convocations ignorées, il n'a pas encore été interpellé. Pourquoi les forces de l'ordre n'ont pas bougé? Pourquoi les autorités judiciaires n'ont pas communiqué sur d'éventuelles suites à donner? Parce que voilà ce qui est troublant dans cette affaire. Dans le droit commun camerounais, quand quelqu'un ignore 2 convocations judiciaires, la mécanique judiciaire s'enclenche. On parle alors de mandat. De recherches actives. D'interpellation. Mais ici? Le silence. L'homme serait à Yaoundé. Les autorités savent, ou peuvent savoir, où il se trouve. Et pourtant, rien.
Ce vide institutionnel n'est pas anodin. Dans un pays comme le Cameroun, les silences des institutions parlent souvent plus fort que leurs déclarations. Il faut également poser une question sur la nature même des accusations. Cybercriminalité et diffamation. Ces deux chefs d'accusation ont des définitions légales précises. La cybercriminalité, en droit camerounais, est encadrée par la loi de 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Elle couvre notamment la publication en ligne de contenus jugés faux ou diffamatoires. La diffamation, elle, est la communication d'une allégation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Ce que Baongla aurait dit sur la filiation de Franck Biya tomberait potentiellement sous ces deux qualifications. Mais voilà le nœud du problème. Comment prouve-t-on une filiation ? Comment prouve-t-on qu'une filiation est vraie ou fausse ? C'est un terrain scientifique, médical, potentiellement ADN. Et c'est aussi un terrain émotionnel et politique d'une sensibilité extrême. Si jamais cette affaire allait jusqu'au procès et rien ne dit qu'elle ira, les débats judiciaires pourraient se retrouver à aborder des questions que beaucoup préféreraient garder dans le domaine du non-dit. Et c'est peut-être là, dans cette possibilité d'un procès qui dirait trop de choses, que réside une partie de l'explication du silence actuel des institutions. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre angle que très peu d'analystes ont développé. Celui de Boris Berthold lui-même. Ce lanceur d'alerte qui révèle que Baongla est toujours à Yaoundé. Qui est Boris Berthold dans le paysage informationnel camerounais? C'est une figure reconnue pour ses révélations sur des affaires sensibles mêlant politique, argent et pouvoir. Ces informations ne sont pas toujours vérifiables de façon indépendante, mais elles ont souvent précédé des développements qui leur ont donné une certaine crédibilité. Sa révélation sur la présence de Baongla à Yaoundé, si elle est exacte, a une implication logique immédiate. Les autorités, elles aussi, savent que Baongla est là. Et si elles savent et n'agissent pas, c'est qu'il y a une décision, même implicite, de ne pas agir pour l'instant. Pourquoi? C'est toute la question. Partie 4, analyse satirique approfondie. Maintenant, permettez-moi de mettre les lunettes de la satire camerounaise. Ces lunettes-là qui permettent de voir ce que l'analyse froide ne voit pas toujours. Au Cameroun, il y a une expression populaire qu'on entend souvent dans les quartiers, dans les marchés, dans les taxis: si tu veux mourir, tâte la queue du lion. Autrement dit, si tu cherches les problèmes là où les problèmes ne cherchent personne, tu vas trouver bien plus que ce que tu cherchais. Georges Gilbert Baongla, dans cette métaphore, aurait non seulement tâté la queue du lion, il aurait publié des vidéos de lui en train de le faire, avec commentaires détaillés. Parce que voilà ce qui est fascinant dans la démarche de cet homme. Il ne s'est pas contenté de murmurer des doutes dans un cercle privé. Il a parlé publiquement. Sur les réseaux, selon les sources. Il a affirmé des choses sur la famille la plus puissante du pays. Et après avoir dit tout cela, face aux convocations judiciaires qui ont suivi, il n'a pas bougé. Il y a là une sorte de cohérence audacieuse. Ou une inconsistance spectaculaire. Selon le camp depuis lequel on se place. Parce que dans le Cameroun ordinaire, celui du citoyen lambda, celui du fonctionnaire, celui du commerçant du marché Mokolo, une seule convocation du CED suffit à créer une insomnie durable. On ne dort plus. On appelle sa famille. On cherche un avocat, même un mauvais. On se présente, on bredouille, on explique, on supplie si nécessaire. Parce qu'on sait que les conséquences d'une non-comparution peuvent être redoutables. Baongla, lui, a reçu 2 convocations. Et il est resté dans son canapé. Enfin, métaphoriquement. Ça, au Cameroun, ça ne s'explique que de 2 façons. Soit l'homme est extraordinairement courageux, d'une bravoure qui confine à l'inconscience. Soit il a une raison de ne pas avoir peur. Une raison concrète. Quelque chose ou quelqu'un qui lui donne ce sentiment de sécurité. Et là, les langues vont bon train dans les couloirs de Yaoundé. Parce qu'il faut aussi parler de la dimension symbolique de cette affaire. Baongla ne remet pas en cause n'importe qui. Il remet en cause la succession potentielle d'un régime. Il touche à quelque chose que les politologues camerounais observent depuis des années avec une fascination mêlée d'appréhension, la question de l'après-Biya. Dans ce débat non officiel, non déclaré, mais bien réel, les noms circulent. Les hypothèses sont posées. Et quand un homme surgit de nulle part pour dire « je suis le fils aîné non reconnu », et que cet homme commence à remettre en cause la légitimité du fils officiellement reconnu, il entre de facto dans ce débat. Il se positionne. Qu'il le veuille ou non. Ce n'est pas une simple querelle familiale. Pas dans ce contexte.
Pas dans ce pays. Pas avec ces noms. Il faut également parler de la question de la diffamation dans l'espace numérique camerounais. Parce que c'est l'un des chefs d'accusation. Et c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. La loi camerounaise sur la cybercriminalité a été utilisée à de nombreuses reprises ces dernières années. Des blogueurs, des journalistes, des activistes ont été poursuivis sous ce texte. Certains ont été condamnés. L'utilisation de cette loi dans des affaires à connotation politique a été critiquée par plusieurs organisations internationales de défense de la liberté de presse. Donc quand on voit que les chefs retenus dans la plainte de Franck Biya incluent la cybercriminalité, on ne peut pas s'empêcher de placer cette procédure dans ce contexte plus large. Un contexte où la loi numérique est parfois perçue, à tort ou à raison, comme un outil de gestion des voix discordantes. Mais attention. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Dire des choses fausses sur quelqu'un, sur sa filiation, sur son identité, sur ses origines, c'est bel et bien une atteinte grave à cette personne. Franck Biya, quel que soit l'environnement politique dans lequel son nom évolue, est d'abord un être humain dont l'identité a été publiquement mise en doute. Et sur ce plan strictement humain, on peut comprendre qu'une réaction judiciaire ait été envisagée. La satire camerounaise ne juge pas. Elle observe. Elle note. Elle dit ce que l'officiel ne dit pas. Et ce qu'elle observe ici, c'est ceci, une affaire où tout le monde semble attendre que quelqu'un d'autre bouge le premier. Les autorités judiciaires attendent. Bahongla attend. L'opinion publique attend. Les médias attendent les prochains développements. C'est le grand théâtre de l'immobilisme, version 2025. Parlons aussi de Maître Rufin Maillan, parce que ce personnage mérite plus qu'une mention rapide. Un avocat qui se désolidarise publiquement d'un client, en pleine affaire sensible, avec une note écrite et précise, c'est un signal fort. Dans la profession juridique, les avocats ne publient généralement pas des communiqués pour dire « ce n'est pas mon client ». On laisse les choses se faire discrètement. Ici, Maître Maillan a choisi la clarté. Pourquoi ? La réponse la plus charitable est qu'il voulait éviter toute confusion dans le prétoire. La réponse la plus réaliste, celle que les habitués des arcanes judiciaires camerounais pourraient avancer, c'est qu'être l'avocat de Bahongla dans une affaire contre Franck Biya, en ce moment précis, dans ce contexte précis, pourrait être une position inconfortable pour n'importe quel professionnel du droit au Cameroun. Et Maître Maillan a décidé de rester confortable. Ce qu'on peut lui reprocher ou pas, selon ses convictions sur le rôle de l'avocat. Mais ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est la cohérence de sa décision. Et la clarté avec laquelle il l'a exprimée. Cela dit, le résultat pour Bahongla est brutal. Il est seul. Dans une procédure sérieuse. Avec 2 convocations déjà ignorées. Sans avocat. À Yaoundé. Dans la pensée populaire camerounaise, on dirait qu'il est dans la sauce. Profondément. Maintenant, permettons-nous une réflexion plus large. Cette affaire, au-delà de ses protagonistes, pose des questions qui dépassent les individus. Elle pose la question de qui peut parler de quoi au Cameroun. Elle pose la question des limites de la liberté d'expression sur les sujets touchant au pouvoir. Elle interroge le fonctionnement de la justice quand les noms en jeu sont ceux que tout le monde connaît. Elle pose aussi la question du rapport des Camerounais à leurs institutions. Parce que ce qui fascine dans cette affaire, c'est l'absence de réaction institutionnelle visible. Pas de déclaration du parquet. Pas de communiqué officiel de la gendarmerie. Pas de porte-parole qui confirme ou infirme. Le silence de ceux qui devraient parler. Et face à ce silence institutionnel, c'est Boris Berthold, un lanceur d'alerte, qui informe. C'est l'espace numérique, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube qui portent l'information. Ce déplacement du centre de gravité de l'information des institutions vers les acteurs alternatifs est lui-même un signe du temps. Un signe que l'information au Cameroun s'est définitivement décentralisée. Que l'ère où les institutions contrôlaient totalement le récit est révolue. Et que dans cet espace nouveau, des affaires comme celle de Bahongla trouvent un écho qu'elles n'auraient jamais eu il y a 20 ans. C'est à la fois une avancée et un défi. Une avancée parce que plus rien ne peut être totalement caché. Un défi parce que dans cet espace libéré, la rumeur et le fait se mélangent parfois de façon difficile à démêler. Conclusion. Alors, où en sommes-nous ? Un homme se présente comme le fils aîné non reconnu du président. Il tient des propos remettant en cause la filiation du fils officiellement reconnu. Une plainte est déposée. Le CED convoque. 2 fois. L'homme ne se présente pas.
Son ancien avocat se désolidarise. Les autorités ne bougent pas. Et selon un lanceur d'alerte, l'homme est toujours là, à Yaoundé, tranquille. C'est cela, le résumé de cette affaire. Simple à dire. Complexe à comprendre. Impossible à ignorer. Cette affaire nous parle du Cameroun profond. De ses silences. De ses jeux de pouvoir non déclarés. De l'espace que certains semblent avoir et que d'autres n'ont pas. Elle nous parle de la justice, de son rôle, de ses limites perçues. Elle nous parle de la liberté d'expression et de ses frontières réelles dans ce pays. Et elle n'est pas terminée. Pas du tout. Les prochains développements de cette affaire seront révélateurs. Soit Bahongla finira par être interpellé, et cela dira une chose sur l'état de la justice camerounaise. Soit il continuera à ignorer les convocations sans conséquence, et cela en dira une autre, encore plus troublante. Dans les deux cas, le Cameroun aura quelque chose à apprendre sur lui-même. Je vous laisse avec une question. Une seule. Celle qui, selon nous, résume tout. Dans un pays où le non-comporte décide souvent de la justice qu'on reçoit, qui est vraiment à l'abri, et qui ne l'est vraiment pas? Répondez dans les commentaires. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous. Parce que cette affaire, nous la suivrons jusqu'au bout.